On va commencer par un point qui ne sera pas le sujet de l'actualité politique immédiate dans notre pays, mais sur la situation en Syrie. Nous avons suivi donc, les uns les autres avec une attention particulière l'actualité internationale et la chute du bourreau du peuple syrien Bachar el-Assad, qui marque la fin donc, de 13 ans de guerre civile, de 53 ans d'un régime dictatorial. Et je l'espère, ils répondront de leurs crimes devant la Cour pénale internationale. Nous ne pouvons pas nous empêcher de penser qu'une issue aurait pu être d'intervenir plus tôt, notamment en 2013, quand le régime avait commis l'irréparable en utilisant des armes chimiques. Et c'était d'ailleurs la voix de François Hollande qui souhaitait une intervention et un soutien fort sur ce point. La France a toujours considéré depuis des années cette dictature comme l'une des plus féroces au monde, qui ne tenait que par la corruption, le narcotrafic et le soutien de Vladimir Poutine. Je n'ai pas à cet instant ces mots-là sans vous dire évidemment qu'il y avait des voix discordantes dans notre pays, celle du Rassemblement national, celle de Thierry Mariani en particulier, eurodéputé RN et l'un des plus grands soutiens du boucher de Damas. Alors certes, l'histoire et le soulagement du peuple syrien, la joie aussi. J'ai même vu les réfugiés syriens manifester à Paris, à Caen aussi, leur joie ce week-end. La coalition qui a fait fuir Bachar el-Assad est hétéroclite. Donc évidemment que les alliés kurdes n'ont pas les mêmes intérêts que les groupes islamiques, dont certains sont issus de groupes terroristes, prônant la charia, etc. Néanmoins, il s'agit désormais de s'engager pour créer les conditions d'un État de droit respectueux des diverses communautés et d'une transition pacifique vers la démocratie. Et si les principales déclarations des acteurs politiques en place semblent aller dans ce sens, il faudra une vigilance de chaque instant de la part des différentes autorités et organisations internationales. Faut-il pour autant dire que la situation syrienne est derrière nous et suspendre les demandes d'asile des Syriens comme le fait le ministre de l'Intérieur? Une nouvelle fois, nous ne pouvons que regretter qu'il joue sur, d'une part, la peur de la submersion migratoire, alors qu'il devrait plutôt se réjouir qu'un peuple se libère de son tyran. Et puis, évidemment, qui peut prédire ce qui va se passer demain? Qui peut prédire le destin à l'heure actuelle de la Syrie? Même les plus fins diplomates sont dans l'incapacité de le faire. Donc il y a ici une irresponsabilité profonde de la part du ministre de l'Intérieur, mais aussi quelque chose qui est assez odieux, qui est la remise en cause d'un principe fondamental, qui est celui du droit d'asile. Voilà, qui est celui du droit d'asile. Et le ministre de l'Intérieur devrait en être le garant, et donc nous condamnons fermement cette prise de position qui, je l'espère, sera bientôt derrière nous avec le futur gouvernement. Bonjour à toutes et à toutes. Évidemment, la situation, ou en tout cas la position qui nous préoccupe le plus, c'est la situation politique aujourd'hui que nous vivons. Nous avons, nous socialistes, vous l'avez remarqué, été à l'initiative sur des demandes qui ont été claires et qui ont été massivement relayées, notamment par nos représentants, sur le fait de solliciter la nomination d'un Premier ministre de gauche, issus des rangs de gauche et qui viennent répondre pour cette fois, enfin, à la volonté des Françaises et des Français qui, même s'ils ne l'ont pas fait de façon absolue, ont donné quand même une majorité aux élus de gauche du Nouveau Front populaire. La deuxième chose, c'est ce que nous avons également porté, et qui a été relayé et repris parce que c'est un acte important et une position intéressante, c'est la négociation évidemment d'un accord de non-censure. Nous n'avons jamais décidé ou considéré que la censure était un acte réjouissant, c'est un acte politique grave que nous avons pris avec la gravité qui s'imposait. Néanmoins, il convient aujourd'hui d'avoir également des exigences, des demandes très fermes, des demandes aussi de responsabilité aujourd'hui du président qui aillent dans le sens qu'ont souhaité exprimer les Français au dernier scrutin. Et puis, nous avons ouvert, évidemment, il ne s'agit pas là de prétendre vouloir participer à un gouvernement de coalition,
Nous l'avons dit et redit, et je le redis aujourd'hui. Néanmoins, nous avons dit aussi qu'il fallait que nous puissions discuter avec tout le front républicain et singulièrement celui qui a profité par le fait d'avoir des élus assis sur les bancs de l'Assemblée, qui a profité des accords de retrait au premier, au deuxième tour et dans les triangulaires, et qu'il nous semble normal de pouvoir ouvrir le champ des discussions puisqu'il n'y a pas de majorité absolue et que d'autres, même si comparaison n'est pas raison, mais enfin, il y a des pays qui se sont montrés à la hauteur du choix des électeurs, de ne pas leur donner une majorité absolue. C'est également ce que nous engageons à faire dans la responsabilité, mais l'exigence tout de même de réponses concrètes à des sollicitations qui ont pu être les nôtres. Quelques mots sur la rencontre de cet après-midi. Les présidents de groupe, Patrick Kanner, Boris Vallaud et notre premier secrétaire Olivier Faure iront à l'Élysée, et on voulait vous donner quelques indications sur l'état d'esprit qui nous anime. D'abord, répondre à cette invitation nous paraît relever de la responsabilité, et donc nous irons là-bas en rappelant les grands principes qui viennent d'être rappelés par Béatrice à l'instant sur le fait d'avoir acté une non-participation à un gouvernement avec un Premier ministre de droite, de demander la nomination d'un Premier ministre de gauche, et de dire que l'accord de non-censure reposera sur un changement de cap très clair par rapport à la politique qui avait été menée notamment par le gouvernement Barnier, dans lequel la question des retraites, la question du pouvoir d'achat, la question de la défense des services publics, de l'hôpital, la question agricole seront évidemment au cœur des discussions. La question se posera rapidement de changer de cadre de discussion. Il ne revient pas institutionnellement au président de la République de mener ces discussions. Et il devra soit se poursuivre dans un cadre parlementaire, soit à l'issue de la nomination d'un Premier ministre qui donnera une première indication. En tout cas, nous voulons être très clairs sur le fait que nous sommes à la fois très exigeants sur le respect du cadre d'union de la gauche et du cadre du mandat, parce que tel est celui qui s'impose à nous sur la base du programme du Nouveau Front populaire, mais de dire qu'en esprit de responsabilité, il n'est pas possible de continuer à avoir un pays qui soit dans une instabilité institutionnelle de la sorte. Donc évidemment, on aura l'occasion de revenir vers vous à l'issue de la rencontre avec le président de la République, une fois sera clarifié le cadre de discussion sur soit un accord de non-censure, soit de notre part la participation à un gouvernement de gauche qui lui-même serait amené à discuter avec d'autres forces politiques. Bonjour à toutes et tous. Quelques mots sur les conséquences de la motion de censure dans le dialogue budgétaire actuel. Nous voulons à nouveau rappeler cette semaine que le gouvernement démissionnaire, comme l'ancienne majorité présidentielle, joue sur les peurs concernant ce choix de la censure par le Parlement. Mais nous souhaitons aussi rappeler au sein du groupe socialiste que nos institutions sont particulièrement résilientes face à cette épreuve de la censure et que notre objectif principal dans le contexte actuel est bien de rassurer les Françaises et les Français et de vous assurer du souhait que nous souhaitons aujourd'hui garantir la stabilité dans les semaines à venir. Ce vote de la motion de censure, c'est d'abord le rejet du projet de budget de sécurité sociale dans notre pays, tel qu'il avait été proposé lors de la CMP, mais ce n'est absolument pas le rejet définitif du débat budgétaire. Nous souhaitons encore le dire, comme la présidente de l'Assemblée nationale a pu le rappeler ce week-end, c'est qu'il est encore possible de construire des budgets plus justes, plus efficaces d'ici la fin de l'année, puisque nous ne sommes pas encore arrivés au 31 décembre, à cette échéance du 31 décembre. Mais d'ores et déjà, puisque nous souhaitons prendre une longueur d'avance, nous souhaitons aborder le fait qu'il y a la possibilité aujourd'hui du vote d'une loi spéciale s'il n'y a pas de budget d'ici au 31 décembre et que nous sommes concentrés particulièrement sur ce scénario de loi spéciale. Cette loi spéciale, nous la voterons. C'est d'abord le premier point que nous voulons aujourd'hui vous rappeler. Dire aussi que cette loi spéciale, elle permet de continuer la perception des impôts, de reconduire les dépenses nécessaires par décret. Et nous voulons encore une fois vous dire qu'il faut arrêter les fake news dans le débat politique actuel qui consiste à dire que les fonctionnaires ne seront pas payés ou encore que les cartes vitales ne fonctionneront pas dans ce temps budgétaire. Donc nous voterons évidemment cette loi spéciale
qui est fixé a priori dans son examen à l'Assemblée nationale dès lundi prochain, le 16 décembre, et avec un amendement spécifique, un amendement porté par le groupe socialiste, qui est celui de réindexer le barème des tranches d'imposition sur l'inflation. Et c'est un amendement auquel nous tenons tout particulièrement. Et vous dire aussi que si cette loi ne permet pas d'aborder cet amendement, alors à travers une loi de finances rectificative en janvier, nous serons en mesure de le rappeler. Nous voulons aussi vous faire un rappel très clair sur ce qui s'est passé dans le débat budgétaire la semaine dernière, pas plus tard que mercredi, puisque le groupe socialiste a permis au projet de loi de fin de gestion d'être adopté à l'Assemblée nationale. Et nous voulons rappeler quelles sont les conséquences de l'adoption de ce projet de loi de fin de gestion, qui est un projet de loi de mécanique budgétaire et qui permet des financements d'appoint dans notre pays. Notamment, il permet d'alimenter le fonds d'urgence pour la Nouvelle-Calédonie. Il permet aussi le paiement de l'AAH. Il permet d'engager des primes dans le cadre des Jeux Olympiques pour nos forces de l'ordre, d'autoriser également des primes pour les employeurs d'apprentis, ou encore d'autoriser des crédits pour l'aide au gaz et à l'électricité. Et enfin, un point non négligeable, ce projet de loi de fin de gestion permet d'autoriser des crédits à hauteur de 20 millions d'euros pour abonder les aides aux agriculteurs dans notre pays pour faire face aux aléas climatiques. Je veux vous rappeler tout cela parce que ces derniers jours, un certain nombre de parlementaires, à commencer par des parlementaires du groupe socialiste, ont été victimes de dégradations sur leur permanence. Ces dégradations sont l'œuvre de certains représentants du monde agricole. Nous regrettons ces agissements qui nous paraissent être des agissements particulièrement brutaux. Et ce que nous voulons vous dire, c'est que partout où il est possible d'assurer la continuité des crédits, notamment en direction du monde agricole, nous ferons en sorte que ces crédits puissent être perpétués dans ce dialogue budgétaire du moment. Et nous sommes particulièrement aussi favorables, comme nous l'avons toujours été, au dialogue avec le monde agricole, non seulement favorables au dialogue, mais aussi force de proposition dans ce contexte d'urgence pour nos agriculteurs. Je vous remercie.